puisque ces sessions sont aussi visibles en replay plus tard. Et donc voilà, aujourd'hui, le thème qui nous concerne, c'est le bateau du futur. On a la chance et l'honneur de recevoir pour vous présenter 3 axes du bateau du futur: Actia, l'équipage et Néocéan. Et voilà, pour le contenu de la session, enfin le déroulé de la session, pardon, si vous avez des interventions, des questions, je vous invite à soit lever la main, soit les poser dans le chat. Et l'intervenant concerné les traitera soit au fil de l'eau, c'est le cas de le dire, soit après sa présentation, un temps d'écoute. Si vous n'avez pas de questions sur le fonctionnement de notre rendez-vous du jour, je passe la main à Christian. Hop. Voilà. Allez, Christian, c'est à toi. Pas de questions. Donc, bon, Christian Mortos. Donc, moi, j'interviens au niveau de Totem essentiellement sur la partie innovation. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on a prévu de fonctionner au travers de cette route et quelles en seront les suites. Donc, si tu peux passer au slide suivant, Maxime. Ouais. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle une route. Hein, et donc, on va avoir un client, donc au total 3 clients, qui vont présenter leurs enjeux, qui vont présenter leurs problématiques, le contexte, et nous tous, y compris les clients qui seront disponibles sur le moment, nous allons chercher plutôt à clarifier par rapport à ces enjeux, et à la fin de la route, donc le client en question, donc l'intervenant, va nous poser une question, une problématique qui est une problématique de son moment, d'actualité pour lui. L'objectif, c'est pas du tout de chercher, de lui proposer des solutions, de chercher des solutions. L'objectif, c'est plutôt de bien comprendre sa problématique. Puisque derrière, on enchaînera ultérieurement, pour les personnes qui seront intéressées, et je vous demanderai donc ces personnes-là de vous inscrire sur le chat, sur des workshops où là, on va inverser les tendances, c'est-à-dire que ceux qui étaient à l'écoute vont se mettre à discuter entre eux et donc à faire des propositions, des idées par rapport à la problématique posée par le client. Et en final, lui, il fera une synthèse et il nous dira quelles sont les idées qu'il a retenues pour mettre dans son plan d'action. Donc toute la séquence qui regroupe donc les phases 1 à 6 que seront traitées dans le cadre de rencontres qui sont ouvertes aux non-adhérents de Totem. Hein. Par contre, à l'issue de ça, s'il y a des sujets qui émanent et qui font l'objet de travail collectif, d'action collective et collaborative, là, ça s'inscrira dans les groupes de travail que l'on appelle des grappes au sein de Totem. Certaines sont existantes, d'autres sont à créer. Voilà. Donc le but, c'est de comprendre aujourd'hui et d'aider, si possible, à clarifier la problématique qui va nous être posée. Donc j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Et si c'est le cas, je pense qu'on peut lancer les débats avec notre premier intervenant qui est David. Okay. Merci Christian, merci Maxime. Je vais basculer sur ma présentation. On va voir si le traditionnel effet démo fait son apparition ou si j'ai de la chance et que ça marche du premier coup. Vous voyez ça y est, vous voyez bien mon slide, la bascule c'est bien faite?
Très bien fait. Pas encore pour moi, je ne sais pas. Ah bon. Pour moi, ça s'affiche en tout cas. Bon, je vais attendre que tu me Oui, donnes le là go. c'est bon. Bon, je vois qu'il y a un décalage déjà. Bon, en tout cas, merci encore une fois, Christian et Maxime, de l'opportunité donnée pour échanger des points de vue en provenance de chez Actia. Actia qui est membre de Totem. Donc, moi, je m'occupe au sein d'Actia. Je suis directeur des programmes d'innovation et du business development. Et c'est vrai que Actia est une société, est un équipementier électronique historiquement très impliqué sur les marchés, on va dire plutôt de la mobilité terrestre, ainsi que ferroviaire. Et puis également sur les mobilités plus aériennes. Et pour nous aussi, le maritime est assez nouveau, même si on a pu avoir quelques expériences. Et l'objectif de cet échange d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vulgariser ou de partager avec vous l'expérience que l'on a pu avoir sur notre spécialité, c'est-à-dire les systèmes électroniques embarqués dans le secteur de l'automobile au sens générique, et voir s'il existe des synergies, ou en tous les cas, si nous, on a pu entrevoir des synergies avec le domaine naval, maritime. Voilà. Donc, je vous propose donc de démarrer la présentation. Donc, alors, je vais vite rentrer dans le débat. Hein. Donc, quelques éléments que vous connaissez tous, mais c'est simplement pour remettre en perspective quelques données marché. Effectivement, quand on parle de marché de l'automobile, bon, bien évidemment, on a tous en tête la production de voitures. Aujourd'hui, en France, elle est entre 1 et 2 millions de véhicules. Elle était d'ailleurs au-delà de 2 millions avant la crise du Covid. Elle a perdu 30% hein, dans la crise du Covid. Le bateau, alors, le diable se cachera dans le détail. Je vous prie de m'en excuser dès le départ, hein, puisque tout dépendra. J'ai pris le bateau au sens générique. Hein, j'ai pas fait d'amalgame, j'ai pas distingué tel ou tel segment du marché naval. Donc, veuillez peut-être m'excuser par avance des imprécisions qu'il pourrait y avoir sur les données au niveau du bateau. Et en fait, et après, j'ai voulu vous comparer après le marché plus spécifiquement de l'automobile, mais dans le véhicule industriel, qui est en fait celui avec lequel je vous propose de faire cette analyse de synergie, c'est-à-dire comparer le naval avec la voiture, ça n'a peut-être pas de sens. Comparer par contre le naval avec le véhicule industriel, ça a plus de sens. Donc, du coup, si je continue un peu la comparaison, je l'ai fait aussi sur un autre axe, qui est selon l'intensivité des usages. Hein. Donc, on peut avoir des usages plus ou moins intensifs selon le type de véhicule que l'on a. Donc, j'ai considéré qu'un camion était, par exemple, ou un véhicule industriel était un usage pro, donc avec un usage plus intensif. Bien sûr, le diable se cache dans les détails. C'est pas forcément vrai pour les véhicules légers, puisqu'on peut avoir des véhicules utilitaires légers qui peuvent avoir des véhicules intensifs, qui a des usages intensifs. Mais je dirais, c'est une simplification pour passer des messages, les messages donc de ce webinaire. Et puis, si par contre on considère un autre axe, si on considère l'axe qui n'est plus celui des usages, de l'intensivité des usages, mais celui de l'exposition aux conditions climatiques, quand même, qui est celui quand même qui caractérise fort celui du domaine naval, on voit qu'à ce moment-là, le secteur naval donc change, on va dire, de localisation dans la matrice, et donc qu'il faut également introduire et le comparer de manière plus pertinente avec un autre sous-segment au niveau des véhicules industriels terrestres, qui sont celui des véhicules qu'on appelle, nous, les engins de chantier, et pour lesquels on considère que là, il y a quand même une similitude assez forte entre le monde des engins de chantier, pour lequel Actia a une longue expérience historique, hein, et avec celui du naval, parce que ça nous semble être le bon cadrage de référence pour comparer les deux marchés. Donc, en conclusion, ce que je vais vous montrer après, ça va être des éléments de partage d'expérience entre ce qu'on a pu voir dans le naval avec notre expérience dans les véhicules engins de chantier. Alors, je vous propose de faire la comparaison ou en tous les cas l'identification de synergie
possible entre le naval et l'automobile, engin de chantier, sur 3 axes. Le premier axe, c'est toujours, bien évidemment, on parle de système électronique embarqué. Donc le premier axe, ça va être celui qui concerne les architectures électroniques embarquées. Voilà, quelques éléments de référence et de partage d'expérience. Les éléments concernant la propulsion du véhicule et la gestion de l'énergie à bord, hein, donc ça également, je vais partager avec vous certaines informations. Et puis également, on parle beaucoup de bateaux connectés, mais on parle beaucoup aussi de véhicules connectés terrestres, hein, donc aussi la partie connectivité. Donc, ça ne prétend pas être exhaustif, loin de là. Ça prétend simplement à donner de manière assez concrète des partages d'expériences qu'on a déjà eues sur ces 3 axes-là, avec le monde naval. Alors, si je commence sur le premier, les architectures électroniques, la première chose, c'est, on parle tous de réseaux de communication embarqués, et donc ces réseaux, au même titre que l'Internet ou l'Ethernet dans les entreprises, eh ben, ils ont des protocoles spécifiques dans l'embarqué. Et donc pour information ou pour rappel, dans le véhicule terrestre, le protocole de communication dominant, c'est le CAN ou c'est le J1939 dans le monde du véhicule industriel. Si je fais tout de suite un comparatif avec le naval, aujourd'hui, on a vu que le protocole dominant, plutôt dominant dans le monde naval, c'est le NMEA 2000, qui lui est un dérivé en fait du CAN et du J1939. Et donc là, notre conclusion a été de dire, tiens, en termes de synergie, il y a déjà quelque chose de transversal qui existe et d'assez intéressant, puisque la façon de faire transiter les messages au sein de ces 2 véhicules différents est quand même assez similaire. Après, on a une expérience aussi dans tout ce qui est contrôle, calculateur embarqué, pour actionner des électroniques embarquées, hein, le contrôle d'actionneur, le contrôle commande que l'on peut voir. Donc, ce sont des boîtiers embarqués qui vont à la fois piloter des actionneurs, mais à la fois aussi jouer le rôle de passerelle ou de gateway, on appelle ça, des différents réseaux embarqués. Donc là, on a une expérience dans le domaine du véhicule terrestre, et quand on a comparé et expérimenté avec le domaine naval, alors là, j'ai mis en couleur verte ce qui ressemblait, en couleur rouge ce qui divergeait un peu, mais grosso modo, on a vu que finalement ça existait aussi, et ça existait, que la demande d'avoir des dispositifs embarqués pour piloter des actionneurs, bien évidemment, ça existe aussi dans le naval, et en plus, ça fait la même chose que ça se fait dans un véhicule terrestre, c'est-à-dire piloter des éclairages, piloter des systèmes hydrauliques, piloter des ventilations, et ça, c'est que des exemples que nous avons vécus. On a par contre vu que les systèmes donc dans un véhicule naval étaient plus light, on va dire, plus simplifiés, qu'il y avait moins de complexité, moins de quantité aussi. Je parle là en quantité de calculateurs, d'actionneurs et de réseaux embarqués. Par contre, il y avait une différence en termes bien sûr, de durcissement vis-à-vis notamment de la partie étanchéité ou vis-à-vis de l'oxydation. Le durcissement en étanchéité peut être plus fort que même que pour des engins de chantier. Et puis, il y a la notion de durcissement par rapport à notamment des paramètres comme l'oxydation qu'on n'a pas forcément, nous, dans le domaine terrestre. Mais finalement, en termes de synergie, la conclusion, c'était de dire, il y a aussi, pour ce type de calculateur embarqué, il y a quand même une forte synergie, et il y a simplement besoin d'adapter des systèmes provenant de l'automobile pour le naval. C'est tout, il n'y a pas à redesigner des choses. Après, on a fait aussi une expérience dans le domaine des tableaux de bord, des organes de visualisation. Là, dans le domaine du terrestre, pour la faire courte, on est plutôt dans du full digital, dans des écrans aujourd'hui qui sont de tailles diverses, mais full digital, couleur, avec des niveaux de durcissement qui peuvent aller jusqu'à de l'IP67. Là, on a vu peut-être aussi une petite, on va dire, différence avec le naval. On voit que dans le naval, les afficheurs, jusqu'à présent, étaient plus des afficheurs à aiguille, donc analogiques, plus que du digital.
même si on a bien compris que le train est en marche. Enfin, en tout cas, la dynamique est en marche et qu'il y a un processus de digitalisation aussi dans le naval, mais qui va se baser finalement sur les mêmes technos que celles qu'on peut voir dans le véhicule terrestre. Voilà. Le point peut-être de spécificité dans le monde naval, c'est la partie durcissement ou lisibilité par rapport à une exposition au soleil ou par rapport à une résistance aux UV, des critères qui ne sont pas forcément existants dans le domaine, y compris des engins de chantier, et où là, la conclusion a été de dire les synergies, elles sont également assez fortes, puisque là, il s'agit uniquement d'adapter dans ce sens-là des organes existants dans le monde automobile, de les adapter, de les durcir un peu plus par rapport au naval. Et après, le dernier aimant dans ce bloc architecture électronique, c'est de parler de DIAG, état de santé du véhicule, surveiller l'état de santé du véhicule. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans le monde du véhicule, plutôt avec des moyens débarqués, de brancher, on va dire, des dispositifs sur le véhicule pour surveiller l'état de santé. De plus en plus, on va entendre parler dans le monde de l'automobile de diagnostic à distance aussi. Donc ça, c'est des tendances qui vont arriver. Donc là, par contre, on n'a pas d'expérience sur ce domaine dans le naval. Par contre, on a cru comprendre que les fonctions électroniques sur un véhicule étaient plutôt en silo, si je peux m'exprimer ainsi, que leur diagnosticabilité, elle était opérée peut-être par des systèmes différents, à chaque fois, ils n'ont pas unifié. Voilà. Donc là, je dirais que on pense qu'il y a peu de passerelles aujourd'hui, mais au contraire, on pense que le naval peut avoir des choses à apprendre ou à récupérer beaucoup du monde des engins industriels. Bon, ça c'était le volet architecture électronique. Je continue rapidement. Là, je vais passer rapidement parce que le temps court. Mais au niveau de la propulsion de l'énergie, pareil, on a fait le même exercice. On s'est dit, voilà, en termes de batterie sur des véhicules électriques, en termes de batterie de véhicules électriques dans le système, dans les engins industriels, c'est quoi la norme? En termes de technologie déjà, là, on a vu que la technologie dominante, c'était on sait qu'aujourd'hui, la technologie dominante, c'est ce qu'on appelle le LTO à base de lithium, ainsi que les nouvelles énergies de batterie qui sont dites NMC, notamment. Et là, pour la faire courte, on voit également que ce type de technologie est quand même, ce sont les mêmes, sauf erreur de notre part, encore une fois, dans le monde naval, puisque le lithium semble être, les technologies à base de lithium semblent être la technologie, une technologie forte sélectionnée par les constructeurs de bateaux, et également le NMC qui semble être aussi une technologie adulée. Donc on pense que sur ce côté-là aussi, il y a pas mal de transversalité en termes de synergie entre les deux mondes. Sur la partie conversion de tension, pareil, on voit qu'il y a quand même, une certaine similarité en termes de gamme de tension applicable. Donc, on voit aussi qu'il y a une forte synergie. Et sur le dernier volet qu'on a mis ici, qui est celui du powertrain, c'est-à-dire la traction, de la propulsion électrique, on voit aussi que il y a quand même pas mal de synergies. Il faut savoir par exemple que dans les engins industriels, les puissances moyennes qui sont délivrées, elles se situent entre 100 et 250 kW. Donc on a vu par contre que dans le domaine du bateau de plaisance, c'est peut-être un peu moins en termes de puissance. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ces technologies, finalement, provenant de l'automobile, peuvent être totalement appliquées et applicables au monde naval sans réinventer la poudre. Après, il y aura probablement des notions de dimension et d'encombrement, puisque peut-être, à voir si les encombrements dans le domaine naval sont plus exigeants que ceux qui sont en vigueur dans le domaine des engins industriels. Bon, ça c'est un point qu'on n'a pas, qui est spécifique finalement à chaque véhicule. Et puis pour le dernier point, une petite, juste pour te donner le timing, tu as fait 11 minutes, il te reste un peu moins de 5 minutes. D'accord, voilà. Merci.
Le dernier point, puis je n'ai terminé rapidement, la connectivité. Donc, on parle de véhicules connectés. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de différences et je vais aller droit au but. La différence, c'est que sur un véhicule terrestre, finalement, l'organe de connectivité, le calculateur de connectivité, il agrège à la fois les notions de positionnement, donc GNSS, les notions de communication avec des réseaux de type 5G, LTE, les notions de réseau basse portée type Wi-Fi, Bluetooth, etc. Donc, on a toutes ces fonctions dans un seul et même boîtier, alors que de ce qu'on a compris, de ce qu'on a vu dans le système naval, ces fonctions, elles sont plutôt, ou elles ont été plutôt jusqu'à présent opérées par des organes différents dans le naval. Voilà, donc la conclusion, c'est de dire quoi? On a quand même des secteurs communs qui sont quand même qui adressent tous la même chose, le métier du transport de biens et de passagers. On a tous les deux secteurs ont des enjeux communs en termes d'énergie verte et de compétitivité. Ils ont tous les deux quand même des agendas communs en termes d'électrification, bateaux électriques, véhicules terrestres électriques, bateaux autonomes, véhicules autonomes terrestres. Donc on voit que, et donc forcément, il va falloir transversaliser de plus en plus les technologies. Voilà. En guise de conclusion, je remercie toutes ces personnes qui ont collaboré à cette présentation. Les personnes de Totem, Frédéric et Denis de chez Néocéan, qui m'ont aidé aussi à être pertinent dans les bons messages à adresser au niveau du naval, et puis un certain nombre de spécialistes métiers chez nous, chez Actia. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci David. Du coup, on a un petit peu de temps. Si les gens, si parmi les participants, vous avez des questions que vous souhaitez adresser à David sur la présentation qui vient d'être faite, est-ce que ça soulève des questions parmi les Vous pouvez également poser des questions sur. J'ai laissé mon email, donc si vous souhaitez prendre contact aussi avec moi par email, vous êtes les bienvenus pour échanger en off derrière. En fait, voilà. Donc, vous êtes les bienvenus et on pourra convenir à ce moment-là d'un point d'échange. On diffusera effectivement de toute façon les slides Ah oui, bon, on n'a pas forcément les adresses mail. Christian, est-ce que tu peux me confirmer que tu as des adresses mail à défaut? On vous invite à nous déposer. Vas-y Christian, je te laisse réagir. Bon, déjà, merci David pour cette présentation et cet aperçu effectivement des synergies qu'il peut y avoir entre les deux filières. Donc, les adresses mail, alors bien sûr, toutes les personnes à qui j'ai invité, j'ai des adresses email. Il y a des personnes probablement qui se sont connectés par ailleurs suite à la newsletter ou peut-être sur les infos LinkedIn. Donc celles qui sont intéressées, je pense que le mieux, ça serait de nous laisser dans le chat votre mail, la personne qui serait concernée. Moi, ce que j'aimerais, David, c'est que tu nous poses une question quand même pour qu'on puisse continuer. Donc, quelle est ta problématique? Est-ce que ça s'inscrit dans ce qu'on avait envisagé au départ, comment passer ou comment transposer des choses entre l'automobile et le maritime? Donc, quelle serait ta question pour qu'on puisse éventuellement, et si tu le souhaites, envisager des workshops qui pourront suivre pour répondre à cette question-là. Et dans ce cas-là, on mettra la question sur le chat et toutes les personnes qui sont intéressées pour être invitées au workshop pourront nous mettre leur adresse mail. Ça suffira pour l'instant qu'on puisse les inviter au workshop. La question, en fait, pour nous, elle est assez simple. C'est aujourd'hui, Actia est un groupe qui réfléchit, comme toute société, à ses stratégies éventuelles de diversification. Donc, en fait, quand on pose le débat chez nous en termes de diversification dans le naval, la question, c'est de se dire, est-ce que le naval
on va dire, quel est le segment finalement qui serait le plus friand finalement d'avoir cette synergie avec l'automobile? Est-ce que c'est le segment à proprement parler des fabrications de bateaux, ou est-ce que c'est le segment, on parle beaucoup par exemple d'énergie offshore et éolien, donc on se dit, est-ce que c'est pas ce segment-là, dans une démarche de diversification, qui est plutôt consommateur finalement du type de système pour lequel donc on a une bonne expérience. Voilà. Donc c'est basiquement ce type de question qu'on se pose actuellement. D'accord. Ben écoute, je te propose de synthétiser cette question dans le chat, et puis toutes les personnes qui sont intéressées pourraient mettre derrière ta question leur adresse mail, et à ce moment-là, on s'occupera de les inviter à un prochain workshop. En termes de délai, tu penses que ça serait bien de le faire dans les 15 jours à venir, dans le mois à venir, plutôt dans 3 mois Non, on n'est pas pressé, on va dire, c'est un processus de maturation de l'idée, donc en fait, voilà, donc si c'est dans un mois, c'est très bien. Voilà, on n'est pas pris par le délai, c'est le délai à la convenance des participants. D'accord, très bien. Bon, mais je pense qu'on va passer au. Ouais, je reprends la main. Hop. Merci. Bienvenue Jean-Marc. Merci et bonjour à tous, et merci à Totem de m'avoir invité. Et j'ai bien suivi la présentation d'Actia qui m'a gratté un peu derrière l'oreille. Je pense qu'on aura à se parler après, mais on va déjà envoyer. C'est donc moi qui l'envoie ou c'est vous? C'est moi? C'est toi, oui, c'est toi. Allez hop, c'est parti. Je peux reprendre la main, j'affichais, mais vas-y, reprends la main. Allez, on est parti. Donc le temps de la caler sur la première diapo. Donc ce que vous avez déjà mis d'ailleurs, c'est pas grave. Hop, hop, voilà. Donc normalement, si je bascule, c'est bon. C'est la même que vous voyez là qui doit arriver. Donc voilà, je passe. Donc c'est celle-là, effectivement, c'est la mienne. Donc voilà, donc je vous dis bonjour à tous. Je me présente peut-être, ou c'est toi qui commence? Tu fais une petite présentation, David. Non, c'est bon, moi j'ai terminé. Merci Jean-Marc, je te laisse la main. Ok. Et bien on est parti. Toc. Elle est là ou pas? Est-ce que vous l'avez? Pour l'instant, non, ça charge, c'est bon. C'est bon. Donc ça, c'est la même chose. Donc vous avez donc sur cette première page le nom, les mails et les numéros de téléphone qui vous seront transmis. Alors, je vais quand même présenter la société L'Équipage, SAS L'Équipage, donc qui a été créée en 2012 à la suite d'une autre société qui s'appelait Fret Sud, qui était une SARL, qui était basée en Languedoc-Roussillon. Et la réunion des deux régions a fait que j'ai basculé sur une SAS et sur un siège social à Ramonville. Entreprise occitane, donc l'objet de l'entreprise est de faire du transport de marchandises. C'est un peu comment dire, c'est presque une blague, parce que le transport de marchandises officiellement, dans les communications, le dernier transport de marchandises sur le canal des Deux-Mers a eu lieu en 1989. Mais voilà, donc on a déjà créé cette structure et lancé quelques opérations de transport, et on va dire défricher, refaire le sillon au fond du canal, avec quelques opérations que vous voyez là. Donc au centre, c'est un peu l'activité que je fais occasionnellement, transport de colis lourds, transformateur de 100 tonnes. Il y en a un qui a été chargé à Lyon et déchargé à Port-la-Nouvelle, et le deuxième, c'était l'année dernière, en 2021, Lyon-Bordeaux. Donc on a pratiqué l'intégralité du canal des Deux-Mers. Canal des Deux-Mers qu'on appelle comme cela, c'est l'addition du canal de Garonne et du canal du Midi, donc entre Bordeaux et Sète. Parallèlement, on a fait des essais en haut à droite de l'écran avec des blocs de béton pour tester le tirant d'eau, l'enfoncement, le mouillage du canal, et donc la capacité d'emport des bateaux sur la secteur de Toulouse, en prévision de l'évacuation des déblais de la 3e ligne de métro. Donc vous voyez le bateau en dessous qui passe le port de l'embouchure, les ponts jumeaux, donc très chargés.
Et d'autre part, nous travaillons sur un petit marché de niche, quelque chose qui intéresse les fluviales depuis très longtemps, mais qui n'a jamais été développé, c'est le transport de colis, de palettes, pardon. Donc à gauche, vous voyez quelques palettes dans le bateau qui ont été transportées dans une opération faite à Bordeaux, une opération qu'on a appelée Garonne Fertile, donc avec le soutien de VNF, Voies navigables de France, qui soutient les tests sous un programme qui s'appelle le PARM, le plan d'aide au report modal. Et on était soutenu aussi par la mairie de Bordeaux, le grand port autonome de Bordeaux. Donc voilà, j'essaie de travailler sur ce secteur-là. Et donc, dans le cadre de mes fonctions aussi, puisque j'étais pendant un temps administrateur de la Chambre nationale de la batterie artisanale, un EPA, nous avions été convoqués au ministère pour l'objectif 2040, décarbonation des transports. Le transport fluvial, on le connaît déjà. Là, je vous voyais une carte de France des réseaux. Je la montre parce que c'est vrai que peu de gens connaissent le réseau fluvial français et européen, en l'occurrence. C'est vraiment un réseau européen. Donc, il a l'avantage déjà tel quel avec ses émissions, avec ses moteurs diesel d'émettre 4 à 7 fois moins de CO2 et peut-être même plus. On est en train de refaire ces calculs. On a une infrastructure qui est sous-utilisée, malheureusement. C'est un petit peu dommage dans le cadre de report modal, par des modes alternatifs à la route. On a 8500 km de réseau navigable, dont 6000 au gabarit Freycinet. Le gabarit Freycinet, c'est le gabarit qui est donné par la dimension des écluses. C'est le gabarit du canal de Garonne entre Toulouse et Bordeaux. Et puis, on a aussi quelque chose qui se développe beaucoup, c'est la logistique urbaine fluviale, donc pouvoir accéder au cœur des villes sans encombrement, sans incident sur la route, etc., etc. Tous les avantages du fluvial que nous défendons. Maintenant, une fois qu'on a ça, on avait donc en 2017 une réunion au ministère pour comment décarboner les transports. Bon. On était face à une réglementation EMLR, nouvelle réglementation qui mettait hors course tous les moteurs diesel. Et on n'avait aucune solution sur l'étagère. Donc l'idée pour moi était de travailler. On entend parler de batteries, on entend parler de moteurs électriques, de gaz naturel, de nouveaux carburants. Et moi, l'idée était de partir vers une innovation totale, sortir du moteur à explosion et explorer. En fait, la seule solution qu'on a trouvée, c'était l'hydrogène qui nous permet d'embarquer suffisamment d'énergie pour faire du long parcours et de se réapprovisionner. Contrairement aux batteries où c'est plutôt destiné aux parcours plus limités, plus courts. Donc, c'est là-dessus que je suis parti sur le projet e-barge qui a été porté donc, par l'entreprise L'Équipage. L'objectif était de travailler sur cette nouvelle motorisation. On a reçu pour cela le soutien, encore une fois, de VNF, là dans le cadre du PAMI, plan d'aide à la motorisation et à la modernisation et à l'innovation, puisque tout le monde se pose la question, quelle est l'alternative au moteur diesel sur les bateaux fluviaux? Je précise maintenant que, suite à l'intervention précédente, qu'on est vraiment sur le fluvial et on est dans un autre monde que le maritime. En fait, on croirait que c'est la même chose, mais il y a assez peu de recoupement sur tout ce qui est technique. On est dans un autre monde. Donc, il ne faut pas le réfléchir, le fluvial, comme du maritime, même si on se rejoint souvent sur des technologies. Mais voilà, donc nous, on a choisi un gabarit précis, puisque justement, le fluvial est contraint par le gabarit des itinéraires et des canaux. On a choisi le gabarit Freycinet, qui peut naviguer sur l'ensemble des canaux européens, c'est-à-dire de Sète à Amsterdam. Il y a souvent des transports qui sont entre les Pays-Bas et le port de Sète, et qui surtout pourra être adapté à ce premier marché que l'on cible, c'est-à-dire l'évacuation des déblais du métro à Toulouse. Voilà. Et donc on essaie de développer quelque chose de concret, d'opérationnel et de duplicable. On l'équiperait à ce moment-là d'une pile à combustible. Donc on a à peu près c'est plus ou moins ce que vous voyez, il y a une évolution un petit peu dans la conception. Moi, ça c'est une pile à combustible de chez Elion, c'est notre partenaire. Donc on a comme partenaire Elion, qui a été racheté récemment par Alstom. On a comme le suivi technique et comment dire, pour l'ASID, pour la sécurité, c'est H2Team ex Evripol à Albi. Un partenaire fournisseur d'hydrogène, c'est CARE, donc les éoliennes en mer. J'ai entendu parler d'éoliennes tout à l'heure, on se rejoint. Énergie renouvelable, MNR, etc. Bariec Marine, donc ça c'est le côté électricité.
sur le bateau. Là, il y a peut-être une réflexion à avoir encore une fois avec la projection précédente. Et on travaille aussi côte à côte avec LMG Marin qui lui aussi travaille sur plusieurs projets de bateaux hydrogène, dont la drague hydrogène qui sera construite par la région Occitanie pour draguer les ports de l'Occitanie. Les défis à relever sont simples, c'est qu'aujourd'hui, on a envie de construire en Occitanie et surtout, on a envie de faire une approche sur un bateau autonome. Là, j'ai fait un petit raccourci parce que je n'avais pas beaucoup plus de choses à vous expliquer sur la technique. Aujourd'hui, nous sommes sur l'étude du bateau IBAR, c'est-à-dire que nous travaillons sur la conception, l'architecture électrique. Nous avons déjà un plan que vous voyez sur la partie gauche de l'écran. Nous avons encore tout un travail à faire dans le cadre d'un arrêté de zone restreinte, parce que pour construire un bateau qui est non conforme aux prescriptions européennes, prescriptions techniques européennes qui dirigent les constructions des bateaux, on ne peut pas construire un bateau sans s'appuyer sur cet arrêté de zone restreinte qui a été créé en 2019 par l'État français. C'est-à-dire, on peut, sur un itinéraire donné, d'un point A à un point B dans un seul pays, déroger à ces règles. Donc, on travaille sur la construction vraiment d'une réglementation et de prescriptions techniques d'un bateau propulsé par autre chose que le diesel. Donc, vraiment, on est sur de l'innovation, sur de la recherche presque. Mais là, je pense qu'on a quelque chose à voir, entre autres, sur ce qui a été présenté tout à l'heure. Donc, sur tout ce qui est autonomie, tout ce qui est électronique. Je pense que là, il y a une bonne occasion, à l'occasion de cette rencontre dans ce webinaire, de pouvoir travailler ensemble sur cette question de l'équipement, autonomie et électronique sur le bateau fluvial. Donc, à voir, sachant qu'on a aussi des liens avec le maritime. Donc, je crois qu'il y a une bonne synergie qui peut se dégager de cette rencontre. Je n'ai pas spécialement d'autres choses à vous raconter. Je vous remercie pour cette attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci Jean-Marc. Alors, voilà. Jean-Marc, les réseaux de canaux sont plutôt dans le nord de l'Europe. On a vu sur la carte, par exemple, l'Espagne qui est proche, on n'a pas de connexion, de réseau de canaux avec l'Espagne. Ah ben depuis Louis XIV, on sait qu'il y a une vérité en deçà et une erreur au-delà. Hein. Non, effectivement, alors là, c'est pour ça que je pense c'est important de montrer le réseau fluvial, parce que effectivement, le quart nord-est est bien irrigué en termes de canaux. Nous avons le canal des deux mers, Bordeaux 7, qui est relié au réseau européen par le canal du Rhône à 7 et l'axe Rhône-Saône. Voilà. Toute notre problématique est justement de faire reconnaître, on va dire, ressusciter, redynamiser le secteur sud et le secteur centre. Malheureusement, la politique actuelle, il faut le dire, politique nationale de l'État n'est pas d'encourager ce développement. Voilà. Alors c'est quand même un bien dommage. Et sauf, ce que j'aime bien, c'est un petit peu justement une spécificité sud-ouest. Même si on n'en parle pas beaucoup, où il y a une dynamique extraordinaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ces projets autour de Toulouse qui représentent quand même je sais plus, 4 millions de tonnes de blé à évacuer, et aussi sur Bordeaux. Des gros projets, des projets sérieux de relance du transport fluvial, et aussi la conjonction avec une dynamique en Occitanie sur la production d'hydrogène. C'est pour ça je faisais partie du groupement qui a répondu à un AMI hydrogène aux côtés de Cairn, Nexeia et autres partenaires occitans. Voilà. Donc c'est quelque chose, on est vraiment sur ce qui est assez excitant, on est sur du développement pur, autant au niveau de l'activité économique, de la construction du bateau aussi, où va-t-on le construire? Parce que c'est pareil, dans la moitié sud de la France, il y a très peu de constructeurs fluviaux, il n'y en a quasiment pas, il n'y en a pas. Et naval, il y en a quelques-uns quand même, heureusement. Mais on est obligé on veut essayer quand même éviter d'aller chercher un chantier roumain ou un chantier chinois. C'est une volonté. On est un petit peu chauvin, là. Enfin, un petit peu. On secoue le petit drapeau occitan comme ça. Une question de Frédéric Laudet dans le chat, qui porte sur les caractéristiques du bateau. Il pose la question: quelle puissance pour la fuel cell est-ce que vous visez? Et quelle quantité d'hydrogène et sous quelle forme vous l'envisagez?
Alors, la puissance, faut savoir que sur les canaux, on a besoin de très peu de puissance. Si vous voulez, le bateau que j'exploite actuellement, il a un moteur de la même puissance que ma Clio. Et je transporte 160 tonnes. Ça veut tout dire. Donc, sur le fluvial, la pile, on va être obligé de s'aligner à notre fournisseur, qui lui va nous fournir une pile entre 100 et 150 kW. Mais on a besoin de maximum, en restant sur le canal, de 80 kW. Maintenant, on est obligé de travailler sur une architecture électrique qui nous permette de faire du long cours. Donc, on aura, de mémoire, on aura déjà besoin d'une adjonction de groupe électrogène parce que 80% du temps, on se contentera de cette petite puissance de 80 kW. Par contre, quelquefois, il faudra monter jusqu'à 160 kW quand on a besoin de remonter un fleuve en crue. Donc, on est obligé de trouver un bon équilibre pour ne pas tout surdimensionner pour une utilisation pendant 20% du temps. Voilà, donc les puissances à peu près comme ça. L'hydrogène, on travaille justement aux côtés de Nexeia qui propose un conteneur HDS qui va nous fournir, je crois, 92 kg d'hydrogène. Et surtout qui va nous permettre d'avoir un approvisionnement partout avec un échange de vide par plein. Donc ça nous permet de ne pas attendre d'avoir une infrastructure de distribution d'hydrogène le long des voies d'eau, ce qui n'arrivera peut-être jamais. Il fallait trouver des solutions d'approvisionnement extérieur. Donc ce sera par des conteneurs. Donc on échange la bouteille de gaz en gros. Est-ce que ça répond à la question, à votre question, Frédéric? Sinon, pas d'autres questions. Alors, il continue. Vous pouvez prendre la parole, hein, je vous invite à activer votre micro. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi. 350 bars, 700 bars ou liquide? 700 bars, a priori 700 bars. Et pas liquide, apparemment le liquide, c'est pas évident, c'est pas encore coûteux en énergie. Ce que j'en sais, c'est que c'est pas trop le choix qui a été fait sur les autres projets. Plutôt du 700 bars ou 350 ou 700 bars. Nous, ce serait plutôt du 700 bars. Donc moi, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je travaille chez Spleo, mais ça fait plus de 4 ans que je suis dans le monde de l'hydrogène, et notamment dans le domaine maritime. Et en ce moment, je travaille que ce soit sur des véhicules terre, air ou mer. Donc je suis sur l'ensemble, sachant qu'il y a un tronc commun à tous les véhicules, et que la plus grande difficulté, c'est d'embarquer suffisamment d'hydrogène, d'où ma question. Il y a 700 bars, on a moins de volume qu'à 350 bars, et en liquide, on en a encore moins à embarquer. Mais on en a toujours plus par rapport à du pétrole, quel que soit le raffinage. Et puis la puissance, oui, si je posais la question, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est disponible, effectivement, quel que soit le constructeur, donc que ce soit Lyon ou d'autres, Symbio, Plug Power, Ballard, pour en citer quelques-uns, effectivement, ce qui est disponible, c'est plutôt du 100 à 150 kW. Je dirais que même le plus élevé aujourd'hui, moi, c'est 125 kW, hein, qui est plutôt disponible sur le marché. Donc voilà, c'était un petit peu ma question. Mais non, vous avez bien répondu. Pic de puissance, ouais, besoin de puissance ponctuelle. Effectivement, il faut une batterie à côté pour faire les appels de puissance. Puis la combustible est incapable de le faire. Hein. Ouais, c'est ça. C'était un petit peu la déception que j'ai eue. Je me disais, on allait se passer de batterie, mais non, c'est pas possible. Il faut absolument les batteries, sinon si on tire directement on prend directement l'énergie sur la pile, ben on la détériore. On raccourcit sa durée de vie. Donc j'espère qu'on aura de plus en plus de batteries, disons, propres, on va dire, recyclables, etc., qui ne demandent pas des métaux rares. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'évolutions à avoir côté batterie. Il faut savoir, on est quand même sur une technologie qui n'est pas aboutie. L'objectif est vraiment d'expérimenter en vrai, en exploitation, une nouvelle technologie qui pourrait faire justement la faire avancer et en tirer des conclusions pour la suite. Alors, moi, dans mon objectif, c'est vraiment aller au bout de l'innovation. Je ne suis pas sûr que ce soit la solution pour le fluvial. C'en est une parmi d'autres. Mais il faut la développer. En tout cas, moi, j'ai envie de continuer à discuter avec vous juste rapidement. Avec plaisir. Je suis sur plein d'autres projets et des projets où je suis au même niveau que vous et puis d'autres projets où je suis plus avancé. Et bien justement, avant de passer à la suite, Christian, si tu veux repréciser. Déjà remercier Jean-Marc pour cette présentation et puis aussi pour avoir donné déjà
des informations à David par rapport au segment. Si j'ai bien compris, la problématique du bateau autonome semble être un élément qui peut être fédérateur entre les deux et qui peut être un segment de diversification aussi pour les autres filières. Est-ce qu'on pourrait, Jean-Marc, faire le même exercice? Quel serait le sujet du moment, la problématique du moment qu'on pourrait traiter dans un workshop à venir? Là, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué, c'est qu'effectivement, si on pourrait travailler sur cette question, qui reste encore une question de mon côté, jusqu'où on va vers l'autonomie, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On n'a pas travaillé actuellement sur ce bateau, sur toutes les questions d'autonomie, de capteurs, etc. Ça n'est pas encore abouti. Donc là, il y a un bon débat à faire. Et l'autre question qui peut peut-être intéresser les gens qui écoutent ou qui écouteront ce webinaire, c'est effectivement la question de la construction du bateau. Est-ce qu'il y a, là, on n'est plus dans la haute technologie, on est plutôt dans l'acier, hein, mais chercher des partenaires pour la construction du bateau, c'est peut-être intéressant, sachant qu'on n'a pas de chantier naval sur place, mais on peut peut-être travailler avec des chaudronniers industriels ou des choses comme ça. Des entreprises. Donc on peut s'imaginer ces deux thèmes à venir en fonction de l'intérêt que pourraient porter les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ou nos membres. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos adresses mail si vous êtes intéressé pour être invité à ces workshops. Pareil, le délai pour ce sujet-là, ça serait quoi? Ce serait 15 jours, 1 mois, 3 mois? Jean-Marc? Ah, le micro. Moi, en gros, c'est une question pareille. On va dire, dans les mois prochains, on va dire, d'ici l'été prochain. Toute l'étude continue au niveau architecture électrique, mais peut-être assez rapidement, dans les semaines qui viennent, éventuellement une petite entrevue, une petite discussion avec les partenaires déjà dans le groupement pour voir si on peut faire oui ou non intégrer tout de suite une réflexion côté autonomie principalement. Côté autonomie d'un côté et côté production, on va dire, hein, production, intégrateur, tout ce qui... Christian, on peut peut-être continuer les échanges dans le chat parce qu'on est en train de prendre le temps de Frédéric. Voilà, vous pouvez continuer à échanger dans le chat et comme ça on peut passer la parole pour que Frédéric ait le temps d'aborder tous les points qu'elle voulait présenter. Frédéric, hop, je défilerai les slides du coup. Ouais, d'accord, c'est bon, tout le monde m'entend là? Très bien. Ok, super. Bon, alors rapidement, je me présente, Frédéric Boss, donc de la société Néocéan. Alors Néocéan, c'est une start-up dont le projet de R&D a démarré en 2016 en partenariat avec l'université de Montpellier. La société en elle-même a été créée en 2019 et notre 2020, ça a été vraiment notre première année de démarrage, on va dire, d'industrialisation. On n'est plus dans la phase de prototype, pardon. On est dans la phase bateau de série et industrialisation commerciale. Et moi, j'ai rejoint Néocéan il y a quelques mois, plus sur la partie développement des marchés institutionnels. Pardon. Donc, Néocéan a conçu le premier bateau électrique intelligent volant. Et ensuite, donc vous voyez là sur la gauche, et ensuite une version archimédienne, c'est-à-dire une version sans foil, a été développée pour les eaux à vitesse réglementée. Maxime, vous pouvez passer là, voilà. Donc nous on vise deux types de marchés et différents usages, un marché lié aux loisirs nautiques, dans le maritime, le lagunaire et le fluvial, et puis un certain nombre de marchés professionnels, notamment la mobilité dans les ports, dans les airs et dans les parcs marins, des brigades fluviales. On vise aussi du petit fret fluvial urbain et de l'entraînement sportif. Et enfin, on a un intérêt de la part de l'armée, puisque notre bateau il est aussi intelligent et peut être piloté comme un drone. Maxime, tu peux passer si tu veux.
Donc, en lien avec ces marchés et avec ces usages, le bateau répond à un certain nombre d'enjeux et un certain nombre de besoins de nos clients potentiels, qui sont liés notamment à la démarche Smart et Greenport des ports. Des enjeux de préservation de la biodiversité, puisqu'on fait un bateau qui ne fait pas de bruit, qui n'émet pas de CO2, qui n'émet pas de sillage et qui consomme très peu d'énergie. Et quand on parle de bruit, on ne parle pas simplement que de tranquillité des riverains, mais on parle aussi de préservation de la faune marine. Voilà, et en termes d'application opérationnelle, outre le loisir, dans les ports et dans les parcs marins, ça peut être pour faire de la reconnaissance, de la surveillance et du pointage, pour de la petite liaison et des petites missions de relevé scientifique. Également, on a un intérêt sur du petit fret de dernier kilomètre, et là je rejoins la présentation qui a été faite avant, et c'est justement un des intérêts de ce genre de rencontre, c'est justement trouver ces complémentarités. C'est-à-dire que la solution précédente proposer du gros fret, nous on peut faire du petit fret entre deux biefs. Et voilà, et dans les ports également, un petit peu de ramassage de déchets et de conciergerie. Maxime, tu peux passer si tu veux la slide suivante. La technologie mise en œuvre pour faire voler le bateau, elle permet de faire de la gestion de flotte, elle permet de faire du diagnostic et de la maintenance à distance, et elle permet de rendre le bateau autonome et de le conduire en mode drone. Et pour la version à foil, elle permet aussi de contrôler toutes les phases du vol. Le décollage, l'atterrissage, le vol en ligne droite, l'atterrissage, pardon, l'amérissage. Voilà. Donc le bateau, il est intelligent et il est communicant. J'ai pas inclus dans cette présentation le bilan carbone qu'on a fait et le bilan en termes de gains d'exploitation, mais on a quand même des éléments qui sont extrêmement intéressants. Surtout sur la partie exploitation, parce qu'il faut pas se voiler la face en termes de production. Il y a quand même une pondération importante de la batterie. Et donc, voilà, on est quand on compare deux bateaux similaires entre un bateau thermique et notre bateau, en termes de production, on n'est pas extrêmement performant en termes de bilan carbone. Et là, il y a des progrès à faire justement sur les batteries. En revanche, en termes d'exploitation, le gap est énorme. Sur 1500 heures de navigation, le gain entre notre solution et la solution d'un bateau thermique classique, elle est de 36 tonnes équivalent carbone, ce qui correspond à 5 tours du monde en voiture à peu près. Tu peux passer la slide suivante. Alors là, je vais juste m'attacher à la partie un peu technologique. Donc nous, on a basé notre innovation sur 3 blocs technologiques innovants. Donc le moteur en entraînement direct de haut rendement, doublé d'une hélice sans cavitation, donc qui rend le moteur totalement propre et silencieux. Les foils en T inversé, qui sont asservis électroniquement. Donc l'asservissement électronique permet de stabiliser le bateau dans toutes ses phases de vol sans que le pilote n'ait rien à faire. Et les foils en T, finalement, sont ceux qui offrent la meilleure configuration en termes d'hydrodynamie et permettent de bien stabiliser le bateau. Voilà. La slide suivante, si tu veux, Maxime. Voilà, là c'est simplement quelques exemples, quelques visualisations. On parlait tout à l'heure d'interface usagée. Là, c'est la visualisation de notre volant. Et donc, vraiment, l'intérêt du bateau, outre son impact environnemental réduit, c'est l'outil de communication dont il est équipé et qui permet de rendre le bateau non seulement autonome, puisqu'on peut le conduire comme un drone, mais il permet aussi de faire du diagnostic et de la maintenance prédictive. C'est-à-dire que soit un usager un petit peu formé peut récupérer les informations qui sont générées en permanence par le bateau et peut rapidement identifier
des problèmes éventuels et recalibrer son bateau, soit il suffit d'équiper le bateau d'un outil de connectivité, d'une carte SIM hébergée sur un cloud sur Amazon, et qui te permet à Néocéan de prendre la main sur le bateau à distance. Voilà. Donc, je ne veux pas trop prendre beaucoup plus de temps pour présenter le bateau, mais typiquement, vraiment l'intérêt de la réunion d'aujourd'hui, c'est vraiment de créer des synergies à 2 niveaux avec les autres membres du cluster. D'abord des synergies de marché, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure de fret, et ben pourquoi pas quand on détecte un marché potentiel, et voilà, il y a une complémentarité entre du gros fret et du petit fret de dernier kilomètre sur le fluvial, par exemple, hein, c'est un exemple, et également voilà, participer à une veille marché technologique et à partir de nous, les briques technologiques qu'on a développées, voir les synergies à faire, et là ça rejoint plutôt la première présentation qui a été faite par David, les synergies qui peuvent être faites, et notamment en matière d'autonomie. Et là on parlait de défis à inscrire dans les prochaines sessions avec Totem, et puis c'est un des grands défis que nous avons à relever, c'est le défi de l'autonomie. C'est-à-dire d'acquérir de plus en plus d'autonomie, mais sans obérer l'encombrement et le poids embarqué. Hein, c'est vraiment la réponse qu'on doit donner dans nos prochains développements, puisque le prochain développement, pour l'instant, vous avez vu un modèle, grosso modo, monoplace et biplace avec une capacité de poids embarqué de 150 kg. Si on veut développer un bateau qui puisse embarquer 10 personnes ou l'équivalent en marchandises, il va falloir pouvoir développer un bateau beaucoup plus autonome. Et là, il y a un gros travail à faire en matière d'autonomie et d'encombrement. Voilà. Il y a aussi, nous, on a également puisqu'on est quand même une solution innovante, il y a des questionnements en termes de réglementation. Quelles sont les réglementations, les règlements qui peuvent s'appliquer pour l'overboat, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, la réglementation, elle est liée à tout ce qui est propulsion thermique. Voilà. Ok. Je l'ai à peu près terminé. Merci Frédéric. On est à l'écoute des questions, des réactions. Je vous invite à prendre la parole si vous voulez réagir. Je vais prendre la parole de mon côté parce que je vais devoir vous quitter, j'ai un impératif à midi, mais c'est simplement pour remercier Frédéric de sa présentation. Je suis effectivement séduit par ce produit qui me paraît présenter de formidables opportunités commerciales pour une jeune société. Donc je trouve ça très, très emballant. Je vois beaucoup de synergies, effectivement, comme le disait Frédéric, avec, on va dire, déjà une avance technologique avec ce que l'on peut avoir dans d'autres segments navals, notamment en termes de diagnosticabilité et de connectivité, donc qui recoupe pas mal ce qu'on voit dans le monde de l'automobile. Donc déjà un niveau de synergie super bien implanté, j'ai le sentiment. Et puis après, d'un point de vue commercial, des opportunités, je dirais, je vois super présentes, on va dire, pour moi, de mon côté, tant en France qu'à l'international, sur des marchés du nautique où la filière française, quand même, a valeur d'exemple aussi. Donc, c'était pour vous remercier encore une fois, vous tous, Totem, Jean-Marc, Frédéric de la participation, et encore une fois m'excuser de devoir vous quitter prématurément, mais à midi 00, je dois avoir je bascule sur quelque chose d'autre. Il est midi 00. Merci David. À bientôt. Merci à toi David. Merci. Et à très bientôt je pense. Merci. Allez, au revoir. À très vite. Pour ceux à qui il reste un peu de temps, on est encore disponible. Oui, donc je crois qu'on a compris. Merci Frédéric pour cette présentation. Je crois qu'on a compris les enjeux de Néocéan. Donc là, pareil, ceux qui souhaitent participer aux suites qui seront données dans le Totem, n'hésitez pas à vous inscrire sur la conversation. Et est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas pour ma part.
peut-être passer juste le dernier slide pour vous remercier non seulement les intervenants, mais aussi les participants, en espérant vous revoir bientôt. Alors, dans le cadre des workshops, ça sera orienté sur les thèmes d'aujourd'hui. Et dans tous les cas, d'ici 2 mois, on aura une nouvelle route sur un thème un petit peu différent qui touchera de toute façon les entreprises, l'humain et l'environnement. Et donc, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci aux Au revoir. intervenants, merci aux participants. Merci Et, à tous et Avec tous. plaisir. Et Merci Merci beaucoup beaucoup. pour cette présentation très très intéressante. Merci. N'hésitez pas à laisser des petits mots sur la conversation. Hein. On va la laisser un peu ouverte.